Hamish Macbeth, meurtre au manoir des Brumes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Dossiers Beaton. Ce soir, nous retournons dans les hautes terres d'Écosse, là où la bruyère cache autant de secrets que le brouillard épais qui descend des collines. Nous allons suivre notre policier local préféré, Hamish Macbeth, confronté à un crime en chambre close qui défie la logique, au cœur d'un manoir isolé par l'automne. Alors, avant de vous installer confortablement, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner. Mais seulement si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez suivre nos prochaines enquêtes à l'Ox du Bay. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer mes auditeurs aux quatre coins du monde, réunis par le goût du mystère. À présent, éteignez les lumières. Mettez éventuellement un léger bruit de fond, comme le crépitement d'un feu de cheminée ou le souffle du vent, et que le mystère commence ce soir. Chapitre 1. Les nuages s'amoncellent sur Drumcarn. La pluie tombait sur Loch Dubh. Ce n'était pas une de ces averses passagères et spectaculaires qui nettoient le ciel en quelques minutes, mais une pluie fine, insidieuse et grise, typique du mois de novembre dans les Highlands. Elle enveloppait le village d'un voile humide, transformant le Loch en une étendue d'acier terni et les collines environnantes en ombre fantomatique. À l'intérieur du petit poste de police, Hamish Macbeth, le grand policier aux cheveux roux, soupirait en regardant par la fenêtre. La condensation perlait sur la vitre. Le poêle à charbon ronflait doucement, tentant de repousser l'humidité ambiante qui semblait s'infiltrer jusque dans les os. « C'est un temps à ne pas mettre un chien dehors », déclara Hamish à voix haute, bien qu'il n'y eût personne pour l'entendre, à part ses compagnons à quatre pattes. Lugs, son chien bâtard au pelage ébouriffé, leva la tête de son panier avec un regard plein d'espoir, la queue battant faiblement le sol. Il espérait sans doute que cette remarque annonçait une distribution de biscuits. Sur le rebord de la fenêtre, Sonsi, la chatte sauvage apprivoisée, ne bougea pas d'1 millimètre. Ses yeux jaunes, fendus et impénétrables, fixaient les gouttes d'eau qui glissaient sur le verre avec une concentration de prédateur. Elle semblait mépriser la pluie, le village, et peut être même l'univers entier avec cette arrogance royale que seuls les félins possèdent. Hamish se détourna de la fenêtre et alla s'asseoir dans son fauteuil défoncé. Il étira ses longues jambes vêtues de l'uniforme bleu marine réglementaire. Tout était calme, trop calme. Le téléphone restait silencieux. Pas de braconnage à signaler, pas de touristes égarés, pas même une dispute d'ivrogne à l'hôtel Tomel Castle. Cependant, Hamish savait que cette tranquillité n'était qu'une illusion. À Loch Dubh, le calme précédait souvent la tempête, et pas seulement celle qui venait du ciel. Depuis quelques semaines, l'atmosphère du village avait changé. Elle s'était aigrie, comme du lait tourné. Et la cause de cette aigreur portait un nom, Quentin Fairley. « Je devrais peu être allé faire un tour », marmonna Hamish. Sonsi émit un feulement bas, comme pour le désapprouver, tandis que Lugs se levait d'un bond, prêt à suivre son maître jusqu'au bout du monde, même sous la pluie battante. Hamish enfila son grand manteau imperméable, enfonça sa casquette sur son front et sortit, suivi de près par le chien. La chatte, prudente, resta bien au chaud près du poêle. Le vent du nord fouettait le visage du policier alors qu'il longeait le front de mer désert. Il se dirigea vers l'épicerie de Loch Dubh. S'il voulait prendre la température du village, c'était là qu'il fallait aller. L'épicerie n'était pas seulement un lieu de commerce. C'était le centre névralgique de l'information, le bureau des rumeurs et le tribunal populaire. En poussant la porte, la clochette tinta joyeusement, contrastant avec la grisaille extérieure. L'odeur d'épices, de thé et de pain frais l'accueillit. Et comme il s'y attendait, elles étaient là. Nessie et Jessie Curry, les sœurs jumelles et doyennes officieuses du commérage local, se tenaient près du comptoir. Avec leurs cheveux gris permanentés de la même façon et leurs manteaux de laine identiques, elles ressemblaient à deux oiseaux posés sur une branche, prêts à piquer. « Ah, voilà notre Hamish !» s'écria Nessie en le voyant entrer. « On se disait justement que tu ne devrais pas tarder, renchérit Jessie. Avec ce temps, un homme a besoin de réconfort. » Hamish sourit poliment, habitué à leur manège. « Bonjour, mesdames. Je viens juste chercher du lait. Tout va bien par ici ?» Les jumelles échangèrent un regard lourd de sous-entendu. C'était le signal. Le chœur grec allait entonner sa complainte. « Tout va bien ?» répéta Nessie avec un petit rire sarcastique. « Si l'on considère que notre village est en train de devenir un parc d'attractions pour riches anglais, alors oui, tout va bien.
« As-tu vu les affiches, Hamish ?» demanda Jessie en pointant un doigt accusateur vers la vitrine. Ce monsieur Fairley et ses week-ends gastronomiques. Comme si notre cuisine n'était pas assez bonne pour lui. Hamish hocha la tête. Il connaissait l'histoire. Quentin Fairley, un riche investisseur venu du sud de l'Angleterre, avait racheté le vieux manoir de Drumcarran 3 mois plus tôt. Au début, les villageois avaient espéré que cela apporterait du travail. Mais Fairley s'était révélé être un homme arrogant, méprisant les coutumes locales et traitant les habitants de Loch-Dubh comme des figurants pittoresques dans son décor personnel. Il a encore augmenté le loyer du pauvre Fergus MacNab, chuchota Nessie en se penchant vers Hamish, comme si elle lui confiait un secret d'État. Fergus était hors de lui hier soir au pub. Il a dit des choses terribles. « Quelles choses ?» demanda Hamish, son instinct de policier s'éveillant soudain sous sa nonchalance apparente. « Oh, qu'il allait lui faire regretter d'être né », répondit Jessie en écarquillant les yeux. Et Flora McLean pleurait ce matin. Sa maison d'hôte est vide. Tous les touristes vont au manoir maintenant, attirés par les promesses de luxe de ce Fairley. « C'est un mauvais homme », trancha Nessie. « Il apporte le malheur sur nous. Même le ciel est en colère, regarde cette pluie. » Hamish acheta son lait et quitta l'épicerie, l'esprit préoccupé. Les jumelles avaient tendance à dramatiser. C'était leur nature. Mais elles avaient raison sur un point. La tension était palpable. Fergus MacNab était un homme sanguin et Flora McLean, bien que douce, était au bord de la faillite. Il remonta le col de son manteau et décida de faire un détour par le manoir de Drumcarran, juste pour jeter un coup d'œil. Le manoir se dressait sur une colline surplombant le loch, une bâtisse imposante en pierre grise, rendue encore plus austère par le brouillard qui s'accrochait à ses tourelles. Alors qu'il approchait de la grille en fer forgé, il vit une voiture quitter la propriété à toute vitesse. C'était une vieille Land Rover boueuse. Il reconnut le conducteur. C'était Fergus MacNab. Le fermier avait le visage rouge et les poings crispés sur le volant. Il ne vit même pas Hamish sur le bas-côté et manqua d'écraser Lugs, qui fit un bond de côté avec un jappement indigné. Hamish fronça les sourcils. Il resta un moment devant la grille fermée, observant la maison silencieuse. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres, bien qu'il fût presque midi. Une étrange immobilité régnait sur les lieux, une lourdeur qui n'avait rien à voir avec la météo. Il finit par rentrer au poste, secouant son manteau trempé. Le reste de la journée s'écoula lentement. Il nourrit Lugs, ouvrit une boîte de poisson pour Sunsy qui daigna enfin descendre de sa fenêtre et se prépara une tasse de thé fort. La nuit tomba tôt, noyant Loch-Dubh dans l'obscurité. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant place à une brume épaisse et laiteuse qui étouffait tous les sons. Hamish fut réveillé par la sonnerie stridente du téléphone. Il tâtonna vers l'appareil, les yeux encore collés de sommeil. « Macbeth », grogna-t-il. « Hamish !» C'est Priscilla. La voix de Priscilla Halberton Smythe, l'élégante fille du propriétaire de l'hôtel Thomel Castle et l'éternel amour impossible de Hamish, tremblait légèrement. Cela suffit à dissiper instantanément le brouillard dans l'esprit du policier. Priscilla était généralement la personne la plus calme et la plus posée qu'il connut. « Qu'est-ce qui se passe, Priscilla ?» demanda-t-il en s'asseyant sur le bord de son lit. « Je suis au manoir de Drumcarran, dit-elle. J'étais venu voir Quentin pour une affaire de famille. La porte était ouverte. Hamish, tu dois venir tout de suite. » « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait cette fois ?» Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, seulement troublé par une respiration saccadée. « Il n'a rien fait, Hamish. Il est mort. Je crois qu'il a été assassiné. » Hamish sentit un froid glacé lui parcourir l'échine. « Ne touche à rien, ordonna-t-il. J'arrive. » Il raccrocha, enfila son uniforme à la hâte et attrapa sa casquette. Lugs, sentant l'urgence, se mit à tourner en rond en aboyant joyeusement, pensant que c'était l'heure de la promenade. « Pas cette fois, mon vieux, » dit Hamish en le repoussant doucement. « Reste ici et garde la maison. » En sortant dans la brume matinale, Hamish eut une pensée fugace pour les prophéties des sœurs Curie. Le mauvais temps, la colère de Fergus, les larmes de Flora. Tout cela venait de converger vers un point de rupture. L'Anglais qui voulait changer Loch-Dubh ne changerait plus rien du tout. Et Hamish savait, avec une certitude lassante, que sa vie tranquille venait de prendre fin pour un bon moment. L'inspecteur-chef Blair n'allait pas tarder à débarquer de Stratbane avec ses gros sabots, et Loch-Dubh allait devenir un champ de bataille. Hamish monta dans sa Land Rover de police et démarra le moteur, les pneus crissant sur le gravier humide en direction du manoir des Brumes. Égal,
Chapitre 2. Le silence de la bibliothèque. La Land Rover de la police crissa sur le gravier de l'allée du manoir de Drumcarroll. Hamish coupa le moteur et le silence retomba aussitôt, lourd et oppressant, seulement troublé par le cri lointain d'une buse invisible dans la brume. Priscilla Alberton-Smythe l'attendait sous le porche à colonnes. Même dans ces circonstances, et malgré l'humidité ambiante qui aurait frisé les cheveux de n'importe quelle autre femme, elle restait d'une élégance irréprochable. Elle portait un trench-coat beige parfaitement coupé et ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon strict. Seule la pâleur de ses joues et la façon dont elle triturait la ceinture de son manteau trahissaient son agitation. Hamish descendit du véhicule, remettant sa casquette en place. En la voyant ainsi, si belle et si inaccessible, il ressentit ce vieux pincement au cœur familier, un mélange d'admiration et de regret qu'il avait appris à dissimuler sous un masque de placidité professionnelle. « Où est-il » demanda-t-il simplement en la rejoignant. « Dans la bibliothèque » répondit Priscilla. « C'est au rez-de-chaussée, sur l'arrière. Je n'ai pas pu entrer. J'ai regardé par la porte-fenêtre de la terrasse. » Hamish fronça les sourcils, ses yeux noisettes devenant soudain très attentifs. « Tu n'es pas entré ?»« Non. La porte principale de la bibliothèque est fermée à clé de l'intérieur. J'ai frappé, appelé. Aucune réponse. Alors j'ai fait le tour. Les portes-fenêtres sont également verrouillées. Mais les rideaux n'étaient pas tirés. » Elle frissonna, et Hamish eut le réflexe protecteur de vouloir poser une main sur son épaule, mais il se retint. Il n'était que le policier du village, et elle était la fille du propriétaire de l'hôtel. « Montre-moi, » dit-il doucement. Ils contournèrent la grande bâtisse en pierre. L'herbe haute, non tondue depuis des semaines, mouillait le bas du pantalon d'uniforme de Hamish. Ils arrivèrent sur une terrasse d'allée, jonchée de feuilles mortes que personne n'avait balayées. Quentin Ferlet avait beau vouloir civiliser les Highlands, il semblait avoir négligé l'entretien de base. Hamish s'approcha d'une grande porte-fenêtre à petits carreaux. Il colla son visage contre la vitre froide, formant de la buée avec son souffle qu'il essuya aussitôt d'un revers de manche. La bibliothèque était une pièce vaste et sombre, tapissée de livres du sol au plafond. Au centre, près d'une grande cheminée en marbre éteinte, Quentin Ferlet était assis dans un fauteuil en cuir capitonné. Ou plutôt, il y était affaissé. Sa tête reposait sur sa poitrine dans une position qui n'avait rien de naturel. À ses pieds, sur un tapis persan au motif complexe, gisait une tasse de porcelaine brisée. Une flaque brunâtre s'était étalée autour des débris, sombre comme du sang séché, mais c'était manifestement du thé. Hamish recula et inspecta le cadre de la porte-fenêtre. « Verrouillé », confirma-t-il. « Et c'est un vieux mécanisme solide. » Il sortit de sa matraque. « Recule un peu, Priscilla. Je vais devoir casser un carreau. Je déteste faire ça, ça fait un désordre pas possible, mais on ne peut pas attendre que Blair arrive avec un serrurier. » D'un coup sec et précis, il brisa le carreau le plus proche de la poignée. Le bruit du verre brisé claqua comme un coup de feu dans l'air feutré. Il passa la main à l'intérieur, fit tourner la crémone et ouvrit le battant. Une odeur de vieux papier, de cire et d'un parfum masculin trop capiteux s'échappa de la pièce. Hamish entra le premier, ses bottes crissant sur quelques éclats de verre. « Reste près de la porte, » ordonna-t-il à Priscilla. « Inutile de piétiner la scène. Blair m'accuserait d'avoir organisé une danse folklorique sur les lieux du crime. » Il s'approcha du corps. Quentin Ferlet portait une veste d'intérieur en velours bordeaux, ridiculeusement prétentieuse. Ses yeux étaient ouverts, fixant le vide avec une expression de surprise totale. Hamish toucha son cou. Froid. Il était mort depuis plusieurs heures. Il n'y avait aucune trace de violence apparente. Pas de sang, pas de blessure visible, juste cet homme désagréable, figé dans une éternité de stupeur. Hamish balaya la pièce du regard, sa curiosité de Highlander en éveil. C'est alors que les détails commencèrent à lui sauter aux yeux, comme des pièces de puzzle mal assemblées. D'abord, la tasse. Pourquoi l'avait-il laissée tomber? Une crise cardiaque ou quelque chose dans le thé? Hamish se pencha, prenant soin de ne pas toucher les débris. L'odeur qui s'en dégageait était amère, celle d'un thé fort, trop infusé. Ensuite, la porte d'entrée de la bibliothèque, celle qui donnait sur le couloir du manoir. Hamish traversa la pièce et vérifia la poignée. Fermée. Il se pencha pour regarder la serrure. Une grosse clé en fer était engagée dans le mécanisme, tournée de telle sorte qu'il était impossible d'en introduire une autre de l'extérieur. « Il s'est enfermé » murmura Hamish pour lui-même. Il revint vers le corps,
et remarqua un autre détail. Au poignet gauche de Fairley, une montre de luxe en or brillait. Une de ces montres suisses qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de Hamish. Mais l'aiguille des secondes était immobile. Elle indiquait 4h10. Hamish consulta sa propre montre bon marché. Il était 10h du matin. « Priscilla » appela-t-il sans se retourner. « À quelle heure es-tu arrivée ?»« Il y a environ 20 minutes, juste avant de t'appeler. »« Et pourquoi es-tu venu voir Fairley si tôt ? Ce n'est pas vraiment une visite de courtoisie, n'est-ce pas ?» Il y eut un silence. Hamish se retourna. Priscilla se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre, les bras croisés, le visage indéchiffrable. « Mon père » dit-elle enfin. Il envisageait de vendre une parcelle de terrain à Quentin, les terres qui jouxtent la rivière. Fairley voulait y construire des chalets pour ses invités. Père m'a demandé de venir lui apporter les documents préliminaires. Il ne voulait pas que cela se sache au village pour l'instant. Vendre des terres à Fairley ? S'étonna Hamish, oubliant un instant le cadavre. Mais Fergus MacNab loue ses terres pour ses moutons depuis 30 ans. Si ton père vend, Fergus perd tout. Je sais, Hamish, je sais. Père disait que c'était une opportunité financière qu'on ne pouvait pas refuser. L'hôtel a besoin de liquidités. Hamish sentit une colère sourde monter en lui. Ainsi, c'était ça. Le village avait raison d'avoir peur. L'argent de Fairley était un poison qui commençait déjà à corrompre les vieilles loyautés. Fergus le savait-il ? Demanda Hamish. Je ne crois pas. Enfin, je l'espère. S'il l'avait su. Elle laissa sa phrase en suspens, mais ils pensèrent tous les deux à la même chose. La colère de Fergus, ses menaces au pub et sa fuite précipitée du manoir la veille. Hamish se détourna pour observer le bureau en acajou massif. Un agenda en cuir était ouvert. Il se pencha. La page du jour, ou plutôt celle de la veille, était raturée avec une violence inouïe. Des traits de stylo noir avaient biffé un nom, rendant l'écriture illisible, presque comme si quelqu'un avait voulu anéantir le rendez-vous lui-même. « Hamish » dit Priscilla d'une voix pressante. « Tu entends » Hamish tendit l'oreille. Au loin, le hurlement caractéristique des sirènes de police se rapprochait, déchirant la brume. « C'est Blair » soupira Hamish. « Il a dû intercepter ton appel au central. Il ne perd pas de temps quand il s'agit d'un cadavre riche. » Il jeta un dernier regard circulaire à la pièce. Une porte verrouillée de l'intérieur, une tasse brisée, une montre arrêtée et un agenda saccagé. C'était un mystère en chambre close, le genre d'affaire que Blair allait détester et bâcler en 5 minutes en arrêtant le premier suspect venu. « Écoute-moi bien, Priscilla, » dit Hamish en revenant vers elle. « Ne dis rien à propos de Fergus pour l'instant. Laisse-moi vérifier certaines choses d'abord. Si Blair apprend que Fergus a menacé Fairley hier, il n'ira pas chercher plus loin. Tu penses que Fergus est innocent ? Je pense que dans ce village, tout le monde avait une raison de détester Quentin Fairley, répondit Hamish avec un sourire triste. Et je pense aussi que Fergus est trop bruyant pour être un assassin calculateur qui verrouille les portes derrière lui. Les pneus des voitures de la police de Strathbane crissèrent devant l'entrée principale. Des portières claquèrent. La voix tonitruante de l'inspecteur-chef Blair résonna déjà dans le hall, hurlant après ses subordonnés. « Macbeth, au ouest. Cette idiote de Macbeth. » Hamish ajusta sa casquette et fit un clin d'œil à Priscilla. « Le cirque arrive en ville. Prépare-toi, ça va être bruyant. » Chapitre 3. L'ouragan de Strathbane. La lourde porte en chêne de la bibliothèque s'ouvrit à la volée, manquant de dégonder ses charnières. L'inspecteur-chef Walter Blair fit son entrée comme un boulet de canon dans un magasin de porcelaine. Il était suivi de près par l'inspecteur Jimmy Anderson et une équipe de techniciens à les résigner. Blair était un homme petit et trapu, au visage rubicond marqué par des années de dévotion excessive au whisky bon marché et aux fritures graisseuses. Il portait un imperméable beige froissé qui semblait avoir passé la nuit en boule au fond d'un coffre de voiture. Dès qu'il aperçut Hamish, son visage vira au cramoisi, une nuance qui jurait affreusement avec sa cravate orange. « Macbeth !» hurla-t-il, faisant trembler les livres sur les étagères. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Et pourquoi cette fenêtre est-elle brisée ? Vous essayez de détruire la scène de crime avant même que je puisse y jeter un œil ?» Hamish retira sa casquette et adopta son expression la plus vacante, celle qui avait le don d'exaspérer Blair, tout en le rassurant sur sa propre supériorité intellectuelle. « La porte était verrouillée, monsieur, » expliqua-t-il d'une voix traînante. « Mlle Alberton Smythe s'inquiétait. J'ai dû entrer pour vérifier l'état de monsieur Fairley. » Le regard de Blair se posa alors sur Priscilla.
Instantanément, sa posture changea. Il rentra le ventre, lissa ses rares cheveux sur son crâne et afficha un sourire huileux qui se voulait charmant. « Oh, mademoiselle Halborton Smythe, je ne vous avais pas vue. Toutes mes excuses. Une terrible affaire, n'est-ce pas? J'espère que cet idiot de Macbeth ne vous a pas trop importuné. » Priscilla le gratifia d'un regard froid qui aurait gelé le loch en plein été. L'agent Macbeth a été d'un professionnalisme exemplaire, inspecteur. Contrairement à certains, il sait garder son calme. Blair accusa le coup mais renifla avec dédain avant de se tourner vers le cadavre. Il s'avança à grands pas, écrasant au passage quelques éclats de verre que Hamish avait soigneusement évités. « Alors qu'est-ce qu'on a là ? Une crise cardiaque ? C'est évident, déclara Blair après avoir jeté un coup d'œil sommaire au corps affaissé. Regardez ce teint cireux. Trop de bonne chair, trop de vin. Le cœur a lâché. Affaire classée. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, intervint Hamish doucement, il y a la question de la porte verrouillée de l'intérieur. Et la clé est toujours dans la serrure. Si c'était une crise cardiaque, pourquoi s'enfermer ? Et pourquoi l'agenda est-il raturé ? Blair se retourna brusquement, postillonnant presque sur l'uniforme de Hamish. Je n'ai pas besoin des déductions d'un plouc des collines, Macbeth. Les gens riches sont excentriques. Il voulait être tranquille pour lire, voilà tout. Ou alors c'est un suicide. Il a avalé quelque chose et s'est enfermé pour mourir. Il n'y a pas de lettre, nota Anderson, qui fouillait déjà les poches du mort avec des gants en latex. Juste un portefeuille bien garni et un mouchoir en soie. Blair balaya l'objection d'un revers de main. On trouvera la lettre plus tard. Allez, Anderson, faites venir le médecin légiste. Et vous, Macbeth, fichez-moi le camp. Je pourrais être allé interroger le personnel en cuisine, suggéra Hamish, en prenant soin d'avoir l'air de vouloir éviter le vrai travail. Ils doivent être secoués. C'est ça, allez tenir la main de la cuisinière, ricana Blair. C'est tout ce dont vous êtes capable. Et essayez de ne pas manger tous les gâteaux en passant. Hamish ne se fit pas prier. Il adressa un clin d'œil discret à Priscilla, qui observait la scène avec un mélange de dégoût et d'amusement, et s'éclipsa vers le couloir qui menait aux offices. Dès qu'il eut quitté la bibliothèque, son allure changea. Le dos courbé se redressa, et la lueur vacante dans ses yeux fit place à une concentration intense. Blair venait de lui donner exactement ce qu'il voulait, un accès libre aux coulisses du drame. La cuisine du manoir de Drumcaron était une vaste pièce au sous-sol, carrelée de blanc, où régnait une chaleur étouffante. Une odeur de ragoût brûlé flottait dans l'air, signe que la nouvelle du décès avait perturbé la routine culinaire. Assise à la grande table centrale, une jeune femme en tablier pleurait à chaudes larmes dans un torchon. C'était Mary MacGregor, une fille du village que Hamish connaissait bien. Elle avait quitté l'école l'année précédente pour travailler ici comme bonne à tout faire. À côté d'elle, Madame Higgins, la gouvernante, une femme sèche aux lèvres pincées, astiquait frénétiquement une rangée de casseroles en cuivre qui brillaient déjà de mille feux. « Bonjour, mesdames !» dit Hamish en entrant, retirant sa casquette par respect. Mary releva la tête, les yeux rouges et gonflés. « Oh, Hamish, c'est horrible !» Monsieur Fairley, il est tout froid là-haut. Madame Higgins se retourna, le visage fermé. Elle n'était pas du village. Fairley l'avait fait venir de Glasgow, et elle considérait les habitants de Loxdoob comme des sauvages à peine civilisés. « Agent Macbeth, » dit-elle sèchement, « je suppose que vous venez pour les interrogatoires. L'autre policier, celui qui hurle, ne va pas descendre ?»« Non, Madame Higgins. L'inspecteur Blair est très occupé à analyser la scène. Je suis juste là pour discuter un peu. » Hamish s'approcha de la table et s'assit sur un tabouret, adoptant son attitude la plus inoffensive. « Je vois que vous faites la vaisselle, Madame Higgins. C'est bien de s'occuper l'esprit. »« Il faut bien que le travail se fasse, mort ou pas mort, » répondit-elle en frottant une casserole avec une vigueur suspecte. Hamish laissa son regard errer dans la cuisine. Tout semblait à sa place, sauf une chose. Sur l'égouttoir, près de l'évier, un service à thé en porcelaine fine séchée. C'était un service coûteux, avec des motifs de rose délicats. Mais l'une des tasses, posée un peu à l'écart, détonnait légèrement. Le motif était le même, mais la dorure sur le bord semblait un peu plus usée, moins brillante que sur la théière et le sucrier. « Monsieur Fairley a pris le thé ce matin ?» demanda Hamish innocemment. « Non, hier soir, » coupa Madame Higgins un peu trop vite. « Il prend toujours son thé dans la bibliothèque, avant de se coucher. Je lui ai monté le plateau à 20 et 1 heure précise. »« Et vous l'avez débarrassé ce matin ?» Les mains de la gouvernante se figèrent une fraction de seconde sur le cuivre. «
Non, je n'ai pas pu entrer. La porte était fermée. Mademoiselle Priscilla l'a trouvée ainsi. C'est étrange, murmura Hamish. Il se leva et s'approcha de l'évier pour mieux voir le service. Je croyais avoir vu une tasse brisée là-haut, dans la bibliothèque, dit-il. Madame Higgins pâlit visiblement sous son maquillage poudré. Une tasse brisée ? Ah oui, il a dû. Il en avait pris une autre. Il a parfois des invités tardifs. Des invités tardifs qui boivent dans des tasses dépareillées ? Demanda Hamish en désignant la tasse sur l'égouttoir. Celle-ci vient du vieux service qui est dans le vaisselier de l'office, n'est-ce pas ? Pas du service de luxe qu'il utilise d'habitude. La gouvernante se tourna vers lui, la peur remplaçant soudain l'arrogance dans ses yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, agent Macbeth. Je fais juste mon travail. » Hamish sentit qu'il touchait un nerf, mais il savait aussi qu'il ne fallait pas pousser trop fort, trop vite. Madame Higgins était une femme qui obéissait aux ordres. La question était « aux ordres de qui ?» À cet instant, la porte de service qui donnait sur le potager s'ouvrit. Un jeune homme entra, portant un panier de légumes couverts de terre. C'était Jordi, le jardinier. En voyant Hamish, il s'arrêta net, manquant de renverser ses navets. « Hamish » fit-il, nerveux. « Je ne savais pas que tu étais là. »« Bonjour, Jordi. Tu travailles dur, je vois. Tu étais là hier soir ?» Jordi jeta un coup d'œil furtif à Madame Higgins, qui lui lança un regard noir. « Non. Je suis parti à 10 à 7 heures, comme d'habitude. »« Vraiment ?» fit Hamish. « Parce que ta mère m'a dit qu'elle ne t'avait pas vu rentrer avant minuit. Et elle s'inquiétait, la pauvre femme. Elle pensait que tu avais encore traîné au pub, mais Archie m'a dit que tu n'y avais pas mis les pieds. » Le jardinier devint écarlate. « J'étais avec une fille, bafouilla-t-il. »« Quelle fille ? Je ne peux pas le dire. C'est privé. » Hamish soupira. Des secrets. Toujours des secrets. Dans une affaire de meurtre, les petits secrets inavouables des gens ordinaires devenaient souvent le plus grand obstacle à la vérité. « Très bien, Jordi. Mais si Blair te pose la question, tu as intérêt à avoir un nom ou il va te faire mijoter jusqu'à ce que tu sois aussi tendre que ses navets. » Hamish se tourna vers Madame Higgins. « Ne touchez plus à cette vaisselle, dit-il d'un ton plus ferme. Et surtout pas à cette tasse. » Il sortit de la cuisine, laissant derrière lui un silence lourd de non-dit. Il avait appris 2 choses importantes. Premièrement, quelqu'un avait manipulé le service à thé, probablement pour cacher la tasse originale ou son contenu. Deuxièmement, le personnel savait quelque chose qu'il avait peur de dire. En remontant les escaliers vers le hall, il croisa Anderson qui descendait. « Blair veut que tu partes, Hamish, » dit Anderson à voix basse, l'air désolé. « Il dit que tu pollues l'air. »« Je m'en vais, Jimmy, je m'en vais. Dis-moi juste une chose. Le médecin a donné 1 heure pour la mort ? » Entre 22h et minuit, à première vue, Hamish hocha la tête. 22h et minuit. Fergus McNabb avait été vu quittant le manoir en furie vers 23h. Jordi le jardinier n'avait pas d'alibi pour ce créneau. Et la montre de Fairley était arrêtée sur 4h10. Rien ne collait. Hamish sortit par la grande porte, inspirant à plein poumon l'air frais et brumeux pour chasser l'odeur du meurtre et de l'aftershave de Blair. Il devait retourner au village. Il avait des courses à faire. Et à Lochdubeidge, faire ses courses était le meilleur moyen de résoudre un crime. Il devait parler à Archie McLean, le pêcheur, et peut être faire un tour du côté de la ferme de Fergus. Mais avant cela, il avait une petite vérification à faire concernant un certain accord qui a mal tourné. Et pour cela, il n'y avait pas de meilleur endroit que le pub, même à cette heure matinale. Chapitre 4. Les murmures du pub. Le pub de l'hôtel de Lochdup n'était pas seulement un débit de boissons, c'était le confessionnal laïque du village, l'endroit où les réputations se faisaient et se défaisaient au rythme des pintes de bière lourde et des verres de whisky ambré. Lorsque Hamish poussa la porte, une bouffée d'air chaud, chargée de l'odeur de tourbe brûlée, de houblon et de tabac froid, l'enveloppa. Bien qu'il fût à peine 11h du matin, plusieurs figures familières étaient déjà accoudées au bar en bois sombre. La nouvelle de la mort de Quentin Fairley s'était répandue plus vite qu'une traînée de poudre sur une lande sèche, et chacun ressentait le besoin impérieux de partager ses théories, ou du moins de ne pas être seul face à l'inquiétude. La conversation s'éteignit brusquement à l'entrée du policier. Une douzaine de paires d'yeux se tournèrent vers lui. Il y avait là Archie McLean, le pêcheur au visage buriné par les embruns, qui triturait sa casquette entre ses mains calleuses. Il y avait aussi le facteur, Patrick,
qui semblait avoir oublié sa tournée pour l'occasion, Hamish s'avança vers le bar avec sa démarche dégingandée habituelle, celle qui suggérait qu'il avait tout le temps du monde et nulle part où aller. Il savait que s'il posait des questions directes, il se heurterait au mur du silence des Highlanders. Il fallait ruser. « Un petit whisky, s'il te plaît, Duncan », demanda-t-il au barman. Il fouilla dans ses poches, mimant une recherche infructueuse de monnaie, une comédie qu'il jouait à la perfection. « Ah, zut, j'ai laissé mon porte-monnaie au poste. » Comme prévu, Archie McLean intervint, poussé par ce mélange de pitié et de respect que les villageois éprouvaient pour leurs policiers fauchés. « Laisse, Hamish, c'est pour moi. Tu as l'air d'en avoir besoin. On dit que c'est toi qui l'as trouvé ?» Hamish accepta le verre avec un hochement de tête reconnaissant. Il but une gorgée, laissant le liquide brûlant réchauffer sa gorge. Le whisky agissait toujours comme un lubrifiant social efficace à l'Ox-Doubèche. « C'est Priscilla qui l'a trouvé », corrigea Hamish doucement. « Mais j'étais là juste après. C'est une bien triste affaire. »« Triste ?» grogna le facteur. « Je ne verserai pas une larme pour cet Anglais. Il traitait les gens comme de la boue. » Un murmure d'assentiment parcourut la salle, mais de là à le tuer, fit Hamish en laissant sa phrase en suspens, invitant tacitement à la confidence. Archie se pencha vers lui, baissant la voix, ce qui eut pour effet immédiat de faire tendre l'oreille à tous les autres clients. On dit que Fergus McNabb est dans de sales draps, Hamish. Tout le monde l'a entendu hier soir, ici même. Il avait bu plus que de raison. Il criait que Fairley lui volait sa terre, que c'était un escroc. Il a dit « Si la loi ne m'aide pas, je ferai ma propre loi ». Hamish soupira intérieurement. C'était exactement ce qu'il craignait. Des paroles d'ivrogne prononcées devant témoins. Pour Blair, ce serait du pain béni. Les gens disent beaucoup de choses sous le coup de la colère, Archie. Ça ne fait pas d'eux des meurtriers. Peut être, intervint une voix aigre depuis le fond de la salle. Mais Fergus n'est pas le seul à avoir été vu là-haut. Hamish se tourna. C'était Mrs. Wellington, la femme du pasteur, qui sirotait un xérès avec une mine désapprobatrice. Elle n'aimait pas Hamish, qu'elle trouvait trop laxiste. Et elle détestait Priscilla, qu'elle trouvait trop mondaine. « Que voulez-vous dire ?» demanda Hamish, sentant une pointe d'appréhension. « Je veux dire que la voiture de mademoiselle Alberton Smythe a été vue près du manoir, hier soir. Tard, bien après le coucher du soleil. » Le silence se fit plus lourd. Hamish sentit le regard des villageois peser sur lui. Il connaissait tous ses sentiments pour Priscilla. Il savait que cette information le blesserait. « Priscilla va souvent voir son père à l'hôtel, » dit Hamish d'une voix neutre. « La route passe devant le manoir. » « Elle ne passait pas devant, » insista Mrs. Wellington avec un petit sourire cruel. « Elle y était arrêtée. On dit que l'accord pour les terres n'était pas la seule chose qui se négociait entre les Smythe et M. Fairley. On dit que le père cherchait à marier sa fille pour éponger ses dettes, et qu'elle n'était peu être pas si réticente vu la fortune de l'Anglais. » Le sang de Hamish ne fit qu'un tour. L'image de Priscilla, forcée de courtiser cet homme odieux pour sauver l'hôtel familial, lui était insupportable. Et pire encore, l'idée qu'elle ait pu être là hier soir, au moment du meurtre, sans le lui dire ce matin, il posa son verre un peu trop fort. Le bruit du verre contre le bois résonna comme un coup de pistolet. « Ce sont des ragots malveillants, dit-il froidement, et je vous conseille de ne pas les répéter devant l'inspecteur Blair, à moins que vous ne vouliez être cité comme témoin dans une affaire de meurtre et passer vos journées au commissariat de Stratbane. » La menace, bien que prononcée calmement, eut son effet. Mrs. Wellington se renfrogna et retourna à son xérès. Mais le mal était fait. Le doute avait été semé. Archie McLean, sentant la tension, tenta de changer de sujet. « Et ce fameux accord, Hamish ? C'est vrai que Fairley a essayé de doubler Fergus ?» Hamish se radoucit, se forçant à revenir à l'enquête. « Il semble que Fairley jouait sur plusieurs tableaux, admit-il. Il promettait les mêmes choses à tout le monde. Comme avec Flora ? Demanda le barman. Flora McLean, la tenancière de la maison d'hôte ? Oui. Elle a reçu une lettre de lui avant-hier. Elle était effondrée. Elle disait qu'il allait la ruiner pour de bon. Il paraît qu'il voulait racheter sa maison pour une bouchée de pain afin d'agrandir son domaine. Il la menaçait d'expropriation s'il obtenait les droits du conseil municipal. Hamish nota mentalement l'information. Flora, la douce Flora, poussée à bout. Fergus, le sanguin, menacé d'expulsion. Et les Smythe, au bord de la faillite, prêts à vendre leur âme ou celle de leur fille. Fairley avait réussi l'exploit de se mettre à dos les trois piliers de la communauté.
Le commerce, la terre et l'aristocratie locale. Il finit son verre. Il en savait assez. Le mobile était partout. Ce qui manquait, c'était la mécanique du crime. Comment tuer un homme dans une pièce fermée de l'intérieur sans laisser de traces. « Merci pour le verre, Archie », dit Hamish en remettant sa casquette. « Tu vas voir Fergus ?» demanda le pêcheur avec inquiétude. « Je dois le voir avant que Blair ne le trouve. Si Blair arrive à la ferme avec ses sirènes, Fergus risque de sortir son fusil, et ça finira mal pour tout le monde. » Hamish quitta le pub, laissant derrière lui les murmures qui reprenaient de plus belle. Dehors, le brouillard s'était levé, mais le ciel restait bas et gris. Il monta dans sa Land Rover. Il devait se rendre à la ferme de Fergus, sur les hauteurs. Mais une pensée le tourmentait. La voiture de Priscilla vue hier soir. Pourquoi lui avait-elle menti? Ou du moins, pourquoi avait-elle omis ce détail? Elle avait dit être venue ce matin. Elle n'avait jamais mentionné la veille. Hamish serra les volants. Il avait l'habitude que Priscilla le tienne à distance, qu'elle joue avec ses sentiments, mais il n'avait jamais pensé qu'elle puisse lui cacher une chose pareille dans une affaire aussi grave. Alors qu'il quittait le village, il croisa une voiture de patrouille de Strathbane qui filait en sens inverse, probablement vers l'hôtel pour interroger les Smythe. La course contre la montre avait commencé. Il devait atteindre Fergus en premier. Il devait savoir si le vieux fermier avait vraiment mis ses menaces à exécution ou s'il n'était qu'un pion de plus dans ce jeu cruel. Il engagea son véhicule sur le chemin de terre chaotique qui montait vers les collines, priant pour que Fergus soit sobre et surtout qu'il soit innocent. Chapitre 5. Une visite à la ferme. Le chemin qui menait à la ferme de Fergus McNabb n'était guère plus qu'une cicatrice boueuse tracée à flanc de colline. La Land Rover de la police cahotait violemment, ses suspensions protestant à chaque nid de poule, tandis que Hamish se battait avec le volant. Plus il montait, plus le brouillard s'épaississait, isolant la ferme du reste du monde. C'était un endroit désolé, battu par les vents, où les moutons broutant une herbe rase ressemblaient à des rochers grisâtres. La maison elle-même était une bâtisse basse en pierre sèche, au toit d'ardoises affaissées, entourée d'une cour où s'entassaient de vieilles machines agricoles rouillées, vestiges d'ambition passée. Hamish gara son véhicule près de la barrière déglinguée. À peine eut-il posé le pied à terre que 2 border collies surgirent d'une grange, aboyant furieusement, les babines retroussées. « D'où les chiens, d'où ?» ordonna Hamish d'une voix ferme mais calme. Les chiens, reconnaissant l'autorité naturelle du policier, et peu, être l'odeur familière de son propre chien Lugs sur son uniforme, se calmèrent instantanément et vinrent lui renifler les mains. La porte de la ferme s'ouvrit avec un grincement sinistre. Fergus McNabb apparut sur le seuil. C'était un homme massif, aux épaules voûtées par des décennies de labeur ingrat. Il portait une chemise à carreaux tachés et tenait un vieux fusil de chasse à canon double, le canon pointé vers le sol, mais son doigt dangereusement proche de la détente. « Qu'est-ce que tu veux, Macbeth ?» grogna-t-il. « Je n'ai pas braconné cette semaine. » Hamish leva les mains, paumes ouvertes, en signe de paix. « Je ne suis pas là pour le braconnage, Fergus. Je suis là pour t'empêcher de faire une bêtise. Pose ce fusil. » Fergus hésita, ses petits yeux injectés de sang passant de Hamish à la vallée en contrebas, comme s'il s'attendait à voir surgir une armée. « C'est Blair qui t'envoie ? Il vient me chercher ? » « Blair ne tardera pas, » répondit Hamish en s'avançant doucement. « C'est pour ça que je suis là. Je veux entendre ta version avant qu'il ne te passe les menottes. Invite-moi à entrer, Fergus. Il fait un froid de canard ici. » Le fermier renifla, puis fit un pas de côté, laissant le passage libre. Hamish entra dans la cuisine. La pièce était sombre, éclairée seulement par les braises mourantes dans l'âtre. Une odeur âcre de tourbe, de tabac froid et de whisky bon marché prenait à la gorge. Sur la table en bois brut, une bouteille à moitié vide trônait à côté d'une tasse ébréchée. Fergus s'effondra sur une chaise, posant le fusil contre le mur. Il semblait soudain avoir vieilli de 10 ans. « Il est mort, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'anglais. « Oui, Fergus, il est mort. Et tout le village t'a entendu dire hier soir que tu allais lui régler son compte. » Le fermier se prit la tête entre les mains. Ses doigts étaient noirs de terre et tremblaient légèrement. J'étais saoul, Hamish. La colère, elle me brûlait les entrailles. Il voulait me prendre mes terres. 30 ans que je travaille ce sol. Il a dit qu'il avait acheté le terrain à Smythe et que je devais dégager avant la fin du mois. Pour construire des bungalows pour touristes, il cracha par terre avec mépris. « Alors tu y es allé ?» demanda Hamish doucement.
s'asseyant en face de lui. Oui, j'y suis allé. J'ai pris la voiture et je suis monté au manoir. Je voulais lui faire peur. Lui montrer qu'on ne chasse pas un McNab comme un chien errant. Hamish sentit son estomac se nouer. « À quelle heure, Fergus ?»« Je ne sais pas. Tard. Après la fermeture du pub. 23 heures peut être. » Et que s'est-il passé? Fergus releva la tête, son regard planté dans celui de Hamish. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi une certaine franchise brute. Rien. Il ne s'est rien passé. J'ai frappé à la porte comme un sourd. J'ai crié. Personne n'a répondu. La maison était noire, sauf la bibliothèque. Hamish se pencha en avant. La bibliothèque était allumée. Oui, il y avait de la lumière à travers les rideaux. J'ai fait le tour. Je voulais casser la fenêtre, entrer et le secouer un peu. Mais il s'interrompit, semblant chercher ses mots. « Mais quoi, Fergus ?» Il y avait déjà quelqu'un. Le cœur de Hamish rata un battement. « Tu as vu quelqu'un ?»« Pas vu, non. Mais il y avait une voiture garée sur le côté, près des anciennes écuries. Une petite voiture. Et j'ai entendu des voix. Quelles voix? Des hommes? Des femmes? Je ne sais pas. C'était étouffé. Mais ça criait. Une dispute. Alors, j'ai eu peur. Je me suis dit que s'il y avait des témoins et que je faisais un malheur, je finirais en prison. J'ai pensé à mes chiens. À qui s'occuperait d'eux? Alors je suis parti. Je suis rentré ici et j'ai fini la bouteille. Hamish l'observa longuement. L'histoire tenait debout. Fergus était un homme violent en parole, mais c'était un solitaire qui craignait l'autorité plus qu'il ne voulait l'admettre. Et surtout, il n'avait pas l'esprit assez tordu pour imaginer un crime en chambre close. « Cette voiture, Fergus ?» demanda Hamish en redoutant la réponse. « Tu l'as reconnue ?» Fergus plissa les yeux. Il faisait noir. Mais c'était une de ces voitures de ville. Pas un 4x4. Une voiture sombre, comme celle de la fille de l'hôtel. Hamish ferma les yeux un bref instant. La boucle se bouclait. Le témoignage de Mrs. Wellington au pub n'était pas qu'un ragot malveillant. Priscilla était bien là-bas. « Écoute-moi, Fergus », dit Hamish en se levant brusquement. « Blair va arriver d'une minute à l'autre. Il va te poser les mêmes questions. Je lui dirai la vérité. Non, si tu lui dis que tu étais là-bas, que tu voulais le frapper et que tu as entendu une dispute, il ne retiendra que la première partie. Il dira que tu es entré, que tu l'as tué, et que tu inventes cette histoire de voiture pour te dédouaner. Alors que dois-je faire ? Paniqua le fermier. Tu n'as pas bougé d'ici. Tu étais saoul, tu es rentré du pub et tu t'es effondré dans ton lit. Tu ne te souviens de rien. Laisse-moi chercher la voiture. Laisse-moi trouver qui était vraiment la basse. Soudain, le bruit caractéristique de plusieurs moteurs rugissant dans la côte se fit entendre. Les chiens se remirent à aboyer à l'extérieur. « Ils sont là », dit Fergus, le visage blême. Hamish se dirigea vers la fenêtre. 3 voitures de police, gyrophares éteints mais roulant à vive allure, entraient dans la cour. Blair en sortit le premier, un mégaphone à la main, l'air triomphant d'un général venant de capturer une forteresse ennemie. Fergus McNab hurla la voix amplifiée de Blair, faisant s'envoler une nuée de corbeaux. « Sortez les mains en l'air, nous savons que vous êtes armés !» Hamish se tourna vers Fergus. « Laisse le fusil ici. Sors doucement. Ne dis rien. Demande un avocat. Je vais appeler Willy Lamont à Stratbane, c'est un bon avocat. »« Merci, Hamish, » murmura Fergus. « Tu es un bon gars, même pour un flic. » Hamish ouvrit la porte et sortit le premier, les mains bien en vue. « Ne tirez pas !» cria-t-il. « C'est moi, Macbeth !» Blair baissa son mégaphone, l'air déçu de ne pas pouvoir donner l'assaut. « Encore vous ? Bon sang, Macbeth, vous êtes comme une mauvaise herbe, vous poussez partout, écartez-vous !» Fergus sortit derrière Hamish, les mains levées, l'air défait. 2 agents lui sautèrent dessus, lui passèrent les menottes et le poussèrent sans ménagement vers l'une des voitures. « Vous faites une erreur, inspecteur !» lança Hamish alors que Blair passait devant lui avec un sourire suffisant. « Une erreur ? J'ai un mobile, la vengeance foncière. J'ai des menaces publiques devant témoins, et j'ai un suspect qui n'a pas d'alibi. C'est du gâteau, Macbeth. Emballé, c'est pesé. On retourne au poste pour les aveux. » Blair s'arrêta et se tourna vers Hamish, plissant ses petits yeux porcins. « Et vous, Macbeth, si je découvre que vous avez essayé de brouiller les pistes, je vous fais suspendre. Retournez à votre circulation et laissez les vrais policiers travailler. » Le convoi repartit aussi vite qu'il était venu, laissant Hamish seul dans la cour boueuse, au milieu des chiens qui gémissaient doucement. Le silence retomba sur la colline, mais il n'était plus paisible.
Il était lourd de menaces. Fergus était en route pour la prison. Et Hamish se retrouvait avec une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Il remonta dans sa Land Rover. Il n'allait pas retourner au poste. Il n'allait pas régler la circulation. Il avait une direction précise en tête, l'hôtel Thomel Castle. Il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec Priscilla Alberton Smythe. Et cette fois, il ne se contenterait pas de demi-vérités. Chapitre 6. Mensonge de velours. L'hôtel Thomel Castle se dressait fièrement au bord du loch, ses tourelles victoriennes perçant la brume tel un château de conte de fées, bien que la peinture s'écaillât par endroits si l'on y regardait de près. Pour Hamish Macbeth, qui venait de quitter la ferme boueuse et désolée de Fergus MacNab, le contraste était saisissant. Ici, tout n'était que luxe feutré, tapis épais et odeur de cire d'abeille mêlée à celle de fleurs fraîches. Il gara sa Land Rover Cell à côté d'une Rolls-Royce étincelante appartenant à un client, ignorant le regard scandalisé du portier en livrée. « Laisse, Jimmy, » dit Hamish en descendant. « Je ne reste pas longtemps. Et surveille Lugs pour moi. Il est sur le siège avant. S'il aboie, c'est qu'il a faim. » Il monta les marches du perron 4 à 4, essuya soigneusement ses bottes crottées sur le paillasson et pénétra dans le hall. Un feu de cheminée crépitait joyeusement dans l'immense foyer, projetant des ombres dansantes sur les trophées de chasse accrochés au mur. Le colonel Alberton Smythe, le père de Priscilla, était à la réception, en train de discuter avec un couple de touristes américains. C'était un homme rondouillard à la moustache militaire, qui passait le plus clair de son temps à essayer de maintenir les apparences de la richesse, tout en comptant chaque centime en secret. En apercevant le policier, le colonel se raidit. « Ah, Macbeth !» lança-t-il avec une jovialité forcée. « Que nous vaut cet honneur ? Vous venez arrêter le cuisinier pour sa soupe aux poireaux ?» Les touristes rirent poliment. Hamish ne sourit pas. Il ôta sa casquette, révélant sa chevelure rousse en bataille. « Je dois voir Priscilla, colonel, c'est urgent. » De police. Le sourire du colonel s'effaça. « Priscilla ? Elle est dans le petit salon bleu. Elle se repose. Cette histoire l'a beaucoup secouée. Est-ce vraiment nécessaire ? » « Oui, monsieur. Fergus MacNab vient d'être arrêté pour le meurtre de Quentin Fairley. » Le colonel écarquilla les yeux. « MacNab ? Ce vieux braconnier ? Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est tragique, bien sûr. Mais si le coupable est sous les verrous, nous allons pouvoir retrouver un peu de sérénité. Pas si vite, colonel. Je dois vérifier certains détails avec votre fille. » Sans attendre la permission, Hamish se dirigea vers le salon bleu. C'était une pièce intime, décorée de papier peint en velours, avec une vue imprenable sur le loch gris. Priscilla était assise sur un canapé, une tasse de thé à la main, regardant le vide. Elle avait changé de vêtements et portait maintenant un pull en cachemire bleu pâle qui faisait ressortir la froideur de ses yeux. Elle ne sursauta pas quand Hamish entra. Elle tourna lentement la tête vers lui. « J'ai entendu la voiture de Blair passer tout à l'heure, » dit-elle d'une voix neutre. « Ils ont pris Fergus ?» Hamish ferma la porte derrière lui et s'approcha. Il ne s'assit pas. Il resta debout, dominant la scène de toute sa hauteur dégingandée. « Oui, ils l'ont emmené menotté comme un criminel dangereux. Il risque la prison à vie, Priscilla. » Elle reposa sa tasse avec un léger tintement. Sa main tremblait à peine. Mais Hamish, qui la connaissait par cœur, le remarqua. « C'est terrible, » murmura-t-elle. « C'est plus que terrible, Priscilla. C'est injuste, surtout si Fergus paye pour le silence de quelqu'un d'autre. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans le silence feutré de la pièce. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais au manoir hier soir ?» Priscilla se figea. Une rougeur diffuse monta à ses joues pâles. « Je t'ai dit que j'y étais allé ce matin. Tu m'as dit que tu avais trouvé le corps ce matin. Tu as omis de mentionner ta visite nocturne. Ta voiture a été vue, Priscilla. Et Fergus t'a entendu. Ou du moins, il a entendu une dispute. » Elle se leva brusquement et alla vers la fenêtre, tournant le dos à Hamish. « Je ne l'ai pas tué, Hamish. Tu ne peux pas penser ça de moi. Je ne pense rien. Je cherche la vérité. Fergus a dit qu'il avait entendu une dispute vers 23 heures. Était-ce toi ?» Elle soupira, un long soupir de défaite. Ses épaules s'affaissèrent. « Oui, j'y suis allé à 22h30. Père était désespéré. Fairley avait changé les termes du contrat à la dernière minute. Il ne voulait plus seulement acheter les terres de la rivière, il voulait une part de l'hôtel. Il voulait devenir associé majoritaire. C'était une prise de contrôle hostile déguisée. Père allait tout perdre. Alors tu es allé le supplier ?
demanda Hamish, sentant une pointe de jalousie et de pitié. « Je suis allé le menacer, rectifia-t-elle en se retournant, les yeux brillants de colère froide. Je lui ai dit que s'il persistait, je ferais jouer mes relations à Londres, que je ruinerais sa réputation d'investisseur. Et qu'a-t-il dit? Il a ri. Il était assis dans ce fauteuil, avec sa veste en velours ridicule, en train de boire son thé. Il a ri et il a dit « Ma chère Priscilla, vous n'avez aucune relation qui puisse m'atteindre. Votre père est fini. Et vous finirez vieille fille dans ce trou perdu, mariée à ce policier idiot, si vous n'avez pas de chance. » Hamish accusa le coup sans ciller. Il avait l'habitude d'être sous-estimé, mais l'entendre de la bouche de l'homme mort, rapporté par la femme qu'il aimait, était une piqûre douloureuse. « Charmant personnage », commenta-t-il sobrement. « Et ensuite, j'ai vu rouge. J'ai attrapé la première chose qui me tombait sous la main, une tasse de thé sur son bureau, et je l'ai jetée par terre. Pas sur lui, juste par terre, de rage. Elle s'est brisée. » Hamish fronça les sourcils. « La tasse brisée. C'est donc toi. Mais quand je suis arrivé ce matin, il y avait une autre tasse sur l'égouttoir de la cuisine, une tasse dépareillée. Et Fairley avait une autre tasse près de lui, renversée mais intacte. Ou alors c'était les débris de la tienne? Quand je suis parti, il était vivant, Hamish. Il riait encore. La tasse que j'ai cassée était celle qu'il était en train de boire. Il s'en est versé une autre après mon départ, je suppose? Ou alors, elle s'interrompit, l'air pensif. Ou alors quoi? Quand je suis sorti de la bibliothèque, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir. Je ne l'ai pas vraiment vu, c'était sombre et je courais presque. Mais j'ai senti un parfum. Un parfum? Oui, un parfum très fort, bon marché, du musc et de la violette. Et j'ai entendu le bruissement d'un tissu synthétique, comme un imperméable ou une robe en nylon. Hamish sortit de son carnet. Une femme. Tu en es sûr? Presque certaine. La silhouette était petite. Elle se cachait dans l'ombre de l'escalier. J'ai cru que c'était Madame Higgins qui espionnait, mais le parfum ne correspondait pas. Madame Higgins sent l'eau de Javel et la naphtaline. Et Fairley? Il a fermé la porte derrière toi? Non, je l'ai laissée grande ouverte. Je suis sorti par la porte-fenêtre en fait. C'était plus rapide pour rejoindre ma voiture. Attends, l'interrompit Hamish. Tu es sorti par la porte-fenêtre? Mais ce matin, elle était verrouillée de l'intérieur. Et la porte du couloir aussi. Il a dû tout verrouiller après mon départ, dit Priscilla. Il devait avoir peur. Ou alors il attendait cette autre personne et voulait s'enfermer avec elle. S'enfermer avec une femme qui sent le musc et la violette? Répéta Hamish. Il rangea son carnet. L'histoire de Priscilla expliquait la tasse brisée et la dispute entendue par Fergus. Mais elle n'expliquait pas la mort. Si Fairley était vivant quand elle est partie, qui l'avait tué? Et surtout, comment le tueur était-il sorti d'une pièce dont toutes les issues étaient bloquées de l'intérieur? Tu dois dire tout ça à Blair, Priscilla, dit Hamish gravement. Je ne peux pas, s'écria-t-elle. Pense au scandale. Si on sait que j'étais là, que je me suis disputé avec lui. Et père, si on sait qu'il essayait de vendre l'hôtel, Fergus est en cellule, Priscilla, coupa Hamish, la voix s'élevant pour la première fois. Il dort sur une planche en bois en ce moment même, en attendant d'être inculpé pour meurtre. Ton scandale ne pèse pas lourd face à la liberté d'un homme innocent. Priscilla baissa les yeux, honteuse. Tu as raison. Je suis désolé, Hamish. Je suis égoïste. Je ne te demande pas d'aller voir Blair tout de suite, adoucit Hamish. Donne-moi 24 heures. Si je n'ai pas trouvé le vrai coupable d'ici là, tu devras témoigner. C'est d'accord? Elle releva les yeux vers lui. Il y avait une lueur de gratitude dans son regard bleu. D'accord. 24 heures. Merci, Hamish. Tu es bien meilleur que nous tous. Hamish sentit ses oreilles rougir. Il remit sa casquette pour cacher son trouble. Ne dis pas de bêtises. Je fais juste mon travail. Et pour ce qui est de finir marié à un policier idiot, eh bien, il y a pire destin dans les Highlands. Il pivota sur ses talons et se dirigea vers la porte. Hamish? Il s'arrêta, la main sur la poignée. Ce parfum, le musc et la violette. Je l'ai déjà senti quelque part au village. Je n'arrive pas à me rappeler sur qui. Essaie de te souvenir, dit Hamish. C'est peu être la clé qui ouvrira cette maudite porte verrouillée. Il sortit du salon et traversa le hall. Le colonel Alberton Smythe l'intercepta près de la sortie. Alors, tout est réglé? Pas tout à fait, colonel. Mais dites-moi, vous connaissez beaucoup de femmes au village qui portent un parfum à la violette? Le colonel fronça les sourcils. À la violette?
Ma foi, non. C'est un peu démodé, non? Ça fait penser à, je ne sais pas, une vieille tante ou... Il s'arrêta, une lueur de compréhension traversant son regard bovin. « Ou qui ?» insista Hamish. « Oh, rien. Une bêtise. Juste une ancienne employée que nous avons eue ici il y a des années. Elle en mettait des tonnes. On a dû la renvoyer. Elle volait de l'argenterie. Son nom, colonel? Je ne sais plus. C'était une fille du Sud. Une rousse? Elle a épousé un type du coin, je crois. Un bon à rien. Ah oui, la femme de ce braconnier. Comment s'appelle-t-il déjà? Celui que vous venez d'arrêter? Fergus McNab? Demanda Hamish, stupéfait. Non, non, l'autre. Celui qui vit dans la caravane près de la décharge. Pete le boiteux. Hamish sentit son cerveau se mettre en ébullition. Pete le boiteux. Et sa femme, c'était... Morag, souffla Hamish. Morag. Une femme connue pour sa morale élastique et son goût pour les bijoux fantaisie. Si elle était au manoir hier soir, ce n'était certainement pas pour discuter littérature avec Quentin Fairley. « Merci, colonel. Vous m'avez été d'une grande aide. » Hamish sortit de l'hôtel en courant presque. Lugs, voyant son maître arriver, aboya joyeusement à travers la vitre de la Land Rover. « On a une piste, mon vieux !» lança Hamish en sautant dans le véhicule. Une piste qui sent la violette et les ennuis. Il démarra en trombe. Il avait 24 heures pour sauver Fergus, innocenter Priscilla et comprendre comment Morag, ou quelqu'un d'autre, avait pu commettre l'impossible crime du manoir des Brumes. Et il avait l'impression désagréable que la réponse se trouvait non pas dans ce que les gens disaient, mais dans ce qu'ils cachaient sous le tapis ou derrière une porte close. Chapitre 7. Une visite chez Pete le boiteux. La décharge de Loch Dub n'était pas un endroit où l'on se rendait par plaisir, à moins d'être une mouette ou un rat. Située à l'écart du village, dans un vallon encaissé où le vent semblait toujours souffler du mauvais côté, elle abritait une collection hétéroclite de vieux matelas, de carcasses de voitures rouillées et de sacs plastiques qui claquaient au vent comme des drapeaux de la désolation. C'est là, en bordure de ce cimetière d'objets, que vivait Pete le boiteux. Sa demeure était une caravane des années 60, dont la couleur d'origine était un mystère perdu sous des couches de crasse et de mousse. Une rallonge électrique courait de façon précaire depuis un poteau lointain et une cheminée de fortune, bricolée avec un tuyau de poêle tordu, crachait une fumée noire. Hamish gara la Land Rover à bonne distance, principalement pour épargner à ses propres narines l'odeur pestilentielle de brûlé et d'ordures en décomposition. Lugs, assis sur le siège passager, émit un grognement bas en apercevant un chat borgne qui filait sous la caravane. « Reste là, Lugs, conseilla Hamish. Tu attraperais des puces rien qu'en regardant l'herbe ici. » Il descendit du véhicule, ajustant sa casquette contre le vent. En approchant de la caravane, une odeur familière vint soudain agresser ses sens, jurant violemment avec les effluves de la décharge. C'était une odeur sucrée, entêtante, chimique. De la violette et de musc. Hamish sourit tristement. Le colonel avait raison. Et Priscilla avait du nez. Il frappa à la porte en aluminium qui trembla sous son poing. « Allez au diable !» hurla une voix masculine à l'intérieur. « On n'achète rien !»« Police, Pete. »« Ouvre !» C'est Hamish. Il y eut un remue-ménage, le bruit d'une bouteille qui se renverse, et la porte s'entr'ouvrit dans un grincement de charnière rouillée. Pete le boiteux apparut, un homme maigre au visage couvert de barbe grise et sale, vêtu d'un maillot de corps troué. « Qu'est-ce que tu veux, Macbeth? On n'a rien fait. On dormait. » « Il est midi passé, Pete. Laisse-moi entrer, je dois parler à Morag. Elle est malade. Elle dort. Elle ne dormait pas hier soir quand elle était au manoir de Dromcaron, dit Hamish en poussant doucement mais fermement la porte. Pete recula, manquant de trébucher sur une pile de vieux journaux. Hamish pénétra dans l'antre. L'intérieur était surchauffé et encombré d'un bric-à-brac inimaginable. Au fond, sur une banquette qui servait de lit, une forme s'agita sous une couverture synthétique à motif léopard. Morag émergea, les cheveux roux en bataille, le visage encore barbouillé de maquillage de la veille. Elle portait une robe de chambre en nylon rose qui semblait capable de produire des étincelles statiques au moindre mouvement. « Hamish Macbeth », fit-elle d'une voix pâteuse mais agressive. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici comme ça. C'est une propriété privée. Et le manoir de Dromcaron aussi est une propriété privée. Morag. Pourtant, ça ne t'a pas empêché d'y aller hier soir. » Elle se raidit,
ses yeux fuyants cherchant une échappatoire. « Je ne vois pas de quoi tu parles. J'étais ici avec mon Pete, n'est-ce pas, Pete ?» Pete marmonna quelque chose d'inintelligible et s'affala sur une chaise pliante, attrapant une canette de bière tiède. « Arrête tes salades, Morag !» dit Hamish en s'appuyant contre le petit évier rempli de vaisselle sale. « Tu empestes la violette. Priscilla Halberton Smythe t'a senti dans le couloir du manoir. Et Fergus McNabb t'a entendu te disputer avec Fairley. » À la mention de Fergus, le visage de Morag changea. La peur remplaça l'arrogance. « Fergus ?» il m'avouait. « Il a entendu une dispute. Il est en prison en ce moment, accusé de meurtre. Si tu ne parles pas, je serai obligé de dire à Blair que tu étais sur les lieux du crime. Et tu sais comment Blair traite les suspects. Surtout ceux qui vivent près de la décharge. » Morag sortit un paquet de cigarettes de sa poche et en alluma une d'une main tremblante. Elle tira une longue bouffée et recracha la fumée vers le plafond jauni. « D'accord, j'y étais, mais je ne l'ai pas tué. Je le jure sur la tête de ma mère. Pourquoi y es-tu allé ? Pour l'argent, bien sûr. Ce rat de Fairley m'avait promis 20 livres si je venais faire le ménage en extra pour ses week-ends gastronomiques. J'ai fait le boulot la semaine dernière, mais il ne m'a jamais payé. Il disait que le travail était mal fait. Alors, je suis allé réclamer mon dû. À 23h, c'est le seul moment où je pouvais être sûr qu'il était seul. Je ne voulais pas croiser cette fouine de Madame Higgins. Hamish sortit de son carnet. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Morag écrasa sa cigarette dans une soucoupe pleine de mégots. Je suis arrivé par derrière. La porte de la cuisine était ouverte. J'ai monté l'escalier de service. J'ai vu la grande blonde, Priscilla, sortir de la bibliothèque en courant. Elle avait l'air bouleversée. Elle est partie par la porte-fenêtre. Et ensuite, j'ai attendu qu'elle soit loin. Puis je suis entré dans la bibliothèque. Fairley était là, assis à son bureau. Il avait l'air bizarre, tout rouge, et il transpirait. Il buvait du thé. Du thé ? Dans quelle tasse ? Je ne sais pas, moi. Une tasse blanche. Il m'a vu et il s'est mis à hurler. Il a dit « Sortez d'ici, sorcière. Je n'ai pas d'argent pour les parasites. » Et tu as crié aussi ? Bien sûr que j'ai crié. Je lui ai dit ces 4 vérités. Qu'il n'était qu'un voleur et un profiteur. Fergus a dû entendre ça. Et après ? Après, il s'est levé. Il a pris une bouteille de whisky sur l'étagère. Il s'en est versé une lampée directement dans la tasse de thé comme un sauvage. Et il m'a menacé avec un tisonnier. Alors je suis parti. J'ai claqué la porte du couloir derrière moi. Hamish se figea. « Tu as claqué la porte ? Tu ne l'as pas verrouillée ? » ?»« Non, pourquoi j'aurais fait ça ? Je voulais juste partir. » »« Mais... » Elle hésita. « Mais quoi, Morag ? C'est important. » Mais juste après avoir claqué la porte, alors que j'étais dans le couloir, j'ai entendu le bruit de la clé. Clac, clac. Il s'est enfermé à double tour. J'ai même essayé la poignée pour voir, juste par curiosité, au cas où il aurait changé d'avis pour l'argent. C'était fermé. Hamish resta silencieux un moment, digérant l'information. Si Morag disait vrai, Quentin Fairley était vivant après son départ. Et il s'était enfermé lui-même. Il était vivant, répéta Hamish. Et il a verrouillé la porte. Oui, il a même juré à travers le bois. Il a crié « Laissez-moi tranquille, bande de vautours !» Et tu n'as vu personne d'autre ? En sortant, Morag réfléchit, plissant les yeux à travers la fumée. Pas dans la maison, mais dehors. Quand je suis retourné vers ma voiture, j'ai vu une lumière. Une lumière ? Oui, une lampe torche, du côté du potager. Ça bougeait vite, comme quelqu'un qui fuyait vers la forêt. Une petite lumière ou un gros faisceau ? Petit, comme ces lampes de poche que les gamins utilisent. Ou les braconniers. Hamish hocha la tête. Fergus ? Non, Fergus était devant la maison, près de sa voiture, à ce moment-là. Si Morag a vu une lumière vers le potager, qui était à l'arrière, c'était quelqu'un d'autre. « Merci, Morag, » dit Hamish en refermant son carnet. « Tu restes ici. Si tu essaies de quitter Lockdob, je lance un avis de recherche. Et dis à Pete d'arrêter de boire cette bière. Elle est périmée. » Il sortit de la caravane, inspirant goulûment l'air frais, même s'il était encore teinté par l'odeur de la décharge. L'histoire de Morag changeait tout. Fairley s'était enfermé vivant. Il avait bu du thé mélangé à du whisky. Et quelqu'un rôdait dans le potager. Mais une question taraudait Hamish. Si Fairley s'était enfermé, comment le tueur avait-il pu l'atteindre ? À moins que le poison n'ait été administré avant ? Dans le thé ? Ou dans le whisky ? Morag avait dit « Il a pris une bouteille de whisky sur l'étagère. »
Si le whisky était empoisonné, Fairley s'était servi lui-même sa propre mort. Hamish remonta dans la Land Rover. Lugs le lécha joyeusement l'oreille. « On retourne au manoir, Lugs. Il faut que je retrouve cette bouteille de whisky. Si Blair ne l'a pas déjà bu... » Il démarra, les pneus patinant dans la boue. Il avait une théorie. Une théorie qui innocentait Fergus, mais qui pointait vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait accès à la bibliothèque, qui connaissait les habitudes de Fairley, et qui savait qu'il ajouterait toujours une goutte de whisky à son thé du soir pour se donner du courage. Mais qui et pourquoi avoir échangé les tasses? L'échange des tasses, c'était le détail qui ne collait pas avec le suicide ou l'accident enfermé. Si Fairley meurt seul, la tasse reste là. Si quelqu'un entre pour échanger la tasse, la porte doit être ouverte. Il y avait un trou dans le scénario, un trou de la taille d'une serrure. Hamish conduisit vite. Il devait voir l'agenda de Fairley une dernière fois. Il se rappelait avoir vu des ratures. Mais il se rappelait aussi autre chose. Un détail subliminal qu'il avait noté sans y penser sur la page de la veille. Un nom à moitié effacé. Un nom qui commençait par G. Jordi, le jardinier qui avait menti sur sa soirée. Jordi, qui travaillait dans le potager, là où Morag avait vu la lumière. Chapitre 8. Le poison du jardinier. La Land Rover remonta l'allée du manoir de Drumcaron, mais cette fois, Hamish ne se gara pas devant l'entrée principale. Il contourna la bâtisse par un chemin de terre discret utilisé par les livraisons, s'arrêtant à l'arrière, près des serres victoriennes dont les vitres sales reflétaient le ciel gris. Lugs gémit doucement. « Chut, mon bonhomme. Pas un bruit. Blair est sûrement à l'hôtel en train de déjeuner, mais Anderson doit monter la garde. Et je préfère éviter Anderson tant que je n'ai pas de preuves solides. » Hamish descendit, marchant silencieusement sur le sol couvert de feuilles humides. Il se dirigea vers le potager, là où Morag avait vu la mystérieuse lumière la veille au soir. Le jardin était un triste spectacle de fin d'automne. Des choux frisés montaient la garde comme des sentinelles flétries, et les rangées de poireaux ressemblaient à des soldats en déroute. Mais au fond, près du mur d'enceinte, une silhouette s'activait frénétiquement. C'était Jordi, le jeune jardinier, une bêche à la main, creusait le sol avec une énergie désespérée, jetant de grandes pelletées de terre noire par-dessus son épaule. Hamish s'approcha à pas de loup. Lorsqu'il fut juste derrière lui, il se racla la gorge. « Tu cherches un trésor, Jordi, ou tu enterres un secret ?» Jordi fit un bond de 1 mètre, lâchant sa bêche qui retomba lourdement sur son pied. Il poussa un cri étouffé, le visage blême de terreur. « Hamish, tu m'as fait une de ces peurs !»« Je désherbe. Juste un peu de nettoyage d'hiver. » Du désherbage, à l'heure du déjeuner, avec autant de ferveur, Hamish se pencha et ramassa une des plantes que Jordi venait d'arracher. C'était un buisson aux feuilles vert sombres, portant encore quelques baies noires et brillantes, semblables à de petites cerises maléfiques. « De la belladone » murmura Hamish. « Atropa belladonna, la cerise du diable. C'est drôle, Jordi, je ne pensais pas que M. Fairley aimait les plantes sauvages toxiques dans son potager. » Jordi déglutit péniblement, sa pomme d'Adam faisant un va-et-vient nerveux. « C'est arrivé tout seul. Des graines apportées par les oiseaux. Je voulais m'en débarrasser avant que quelqu'un ne s'empoisonne. »« Un peu tard pour ça, non ?» dit Hamish d'une voix glaciale. « Morag a vu une lumière ici hier soir. C'était toi, n'est-ce pas? Tu vérifiais tes plantes. » Le jardinier s'effondra, s'asseyant à même la terre humide. « Je n'ai rien fait, Hamish. Je le jure. Mais quand j'ai appris qu'il était mort, qu'il était tout rouge et gonflé, j'ai compris. » « Qu'est-ce que tu as compris ?»« Les symptômes. Ma grand-mère m'en parlait toujours. La peau sèche et rouge, les pupilles dilatées, la folie, c'est la belladone. Et hier soir, quand je suis venu vérifier, à propos, il manquait des baies. Beaucoup de baies. » Hamish s'accroupit face à lui. Qui savait que ces plantes étaient ici, Jordi? Tout le monde. Enfin, ceux qui viennent au jardin. Madame Higgins pour ses herbes. Et Flora McLean. Flora? Oui. Elle venait parfois chercher de la menthe ou du thym quand j'avais le dos tourné. Elle disait que c'était pour compenser ce que le manoir lui volait en clients. Je la laissais faire. Hamish se releva, l'esprit en ébullition. Flora McLean, la douce Flora ruinée par Fairley. Flora qui connaissait les plantes et la cuisine. Écoute-moi bien, Jordi. Tu vas laisser ces plantes tranquilles. Si tu les détruis, c'est de la destruction de preuves. Tu vas rentrer chez toi et ne parler à personne. Je m'occupe de Blair. » Laissant le jardinier tremblant, Hamish se dirigea vers la porte de service de la cuisine. Il devait vérifier une théorie.
Si Fairley avait été empoisonné à la belladone, les effets n'étaient pas immédiats. Cela pouvait prendre 1 heure, parfois plus, avant que le délire ne commence. Cela expliquait pourquoi il s'était enfermé. Il se sentait mal, fiévreux, paranoïaque. Il avait verrouillé la porte pour se protéger de ses ennemis imaginaires ou réels, et il était mort seul, prisonnier de sa propre panique. La cuisine était vide. Madame Higgins devait être en pause ou interrogée ailleurs. Hamish monta l'escalier de service qui menait au couloir de la bibliothèque. Tout était calme. L'agent Anderson était assis sur une chaise devant la porte scellée de la bibliothèque, en train de lire un magazine de pêche. « Salut, Jimmy », chuchota Hamish. Anderson sursauta, manquant de tomber de sa chaise. « Bon sang, Hamish, tu es un fantôme ou quoi? Tu n'as rien à faire ici. Si Blair revient. » « Blair est en train de s'enfiler un steak frites à l'hôtel, » rassura Hamish. « J'ai besoin de 2 minutes, Jimmy. Juste 2 minutes à l'intérieur. C'est pour innocenter Fergus. Tu ne veux pas que Fergus aille en prison pour rien, hein? C'est ton cousin au 3e degré, après tout. » Anderson soupira, vaincu par la solidarité clanique des Highlands. 2 minutes. Pas une de plus. Et tu ne touches à rien. Il décolla le ruban jaune et ouvrit la porte. Hamish entra dans la bibliothèque. L'air y était encore vicié, chargé de l'odeur de la mort et de la poudre à empreintes. Il alla droit au petit bar Globetrotter près de la fenêtre. Il ouvrit le globe. À l'intérieur, une carafe en cristal à moitié, pleine de liquide ambré, trônait au milieu des verres. Hamish sortit un mouchoir, saisit le bouchon de la carafe et le souleva. Il porta le goulot à son nez et inspira prudemment. Sous l'arôme tourbé du whisky, il perçut une note douceâtre, presque imperceptible. Une odeur de fruits noirs écrasés. Bingo, murmuratio. Le poison n'était pas dans le thé. Il était dans le whisky. Fairley avait l'habitude d'ajouter un trait de whisky à son thé ou d'en boire un verre à côté. Morag l'avait vu se servir. Hamish reposa le bouchon. Il se tourna vers le bureau. L'agenda était toujours là, ouvert à la page fatidique. La rature noire semblait le narguer. Il se pencha, plissant les yeux. Sous les traits rageurs du stylo bille, le papier était marqué en profondeur. Il sortit son propre crayon à papier de sa poche et, avec une légèreté de main surprenante pour un homme de sa carrure, il frotta doucement la mine sur la zone raturée, en biais. Les lettres apparurent en négatif, blanches sur le gris du graphite. G.A.S. Hamish s'attendait à voir gastronomie. Mais la lettre suivante n'était pas un T, c'était un O. G.A.S. O. Non, ce n'était pas un O, c'était un U mal formé. Et la suite, G.A.S. O.P. P. L. Y. Gas supply. Approvisionnement en gaz? Non, c'était absurde. Hamish regarda mieux. Ce n'était pas gas supply, c'était un nom. G.A.S.O.T.H. Hamish se redressa. Ce n'était pas un mot. C'était un nom propre écossais, écrit à la hâte. Galbraith, mais il n'y avait aucun Galbraith au village. Soudain, un détail lui revint. Le nom de jeune fille de Madame Higgins. Il l'avait vu sur son dossier d'embauche qui traînait sur la table de la cuisine tout à l'heure, à côté des légumes. Margaret Higgins, née Galbraith. Et juste en dessous de la rature, 1h, 20 et 1h30. Hamish sentit un frisson. Fairley avait rendez-vous avec sa propre gouvernante à 20 et 1h30, juste avant l'arrivée de Priscilla. « Hamish !» s'écria Anderson depuis le couloir. « J'entends une voiture, c'est Blair !» Hamish effaça précipitamment sa trace de crayon avec son pouce, remit tout en place et sortit en glissant comme une ombre. « Merci, Jimmy, je te revaudrai ça. » Il fila vers l'escalier de service au moment même où la voix de stentor de Blair résonnait dans le hall d'entrée. « Anderson ! J'espère que personne n'est entré. J'ai eu une illumination en mangeant mon pudding. » Hamish dévala les marches vers la cuisine, le cœur battant. Il avait les pièces du puzzle, la belladone du jardin, le whisky empoisonné, le rendez-vous caché avec Madame Higgins. Et la tasse dépareillée, tout s'éclairait. La tasse dépareillée dans la cuisine n'était pas celle de Fairley, c'était celle de l'assassin. Il devait retourner au village. Il devait parler à Flora McLean pour confirmer si elle avait vu quelque chose dans le jardin, mais surtout, il devait découvrir quel était le lien secret entre le riche anglais et sa gouvernante acariâtre. Car à Loxdubege, les secrets de famille étaient souvent plus mortels que les poisons. Et il y avait autre chose. Si le whisky était empoisonné à la source, dans la carafe,
Cela signifiait que le piège avait été tendu bien avant la soirée. Hamish sortit par la porte de derrière, rejoignant Lugs qui dormait au soleil. « Allez mon chien, on va chez Flora. Et j'espère qu'elle aura des scones parce que toute cette histoire de poison m'a ouvert l'appétit. » Chapitre 9. Le secret de la cuisinière. La maison d'hôte de Flora McLean, habituellement animée par le va-et-vient des randonneurs et l'odeur alléchante du bacon grillé, résonnait aujourd'hui d'un silence de cathédrale. Dans le petit salon au napperon de dentelle, l'horloge grand-père égrenait les secondes avec une lenteur accablante. Flora était assise dans son fauteuil à bascule, un mouchoir tordu entre ses doigts. C'était une femme ronde et douce, dont le visage bienveillant était ravagé par l'inquiétude. « C'est gentil d'être passé, Hamish, dit-elle d'une voix éteinte. Je suppose que tu as faim ?» Même au bord du gouffre, l'instinct nourricier de Flora ne faiblissait pas. « Je ne dirais pas non à un scone, Flora, » admit Hamish, s'asseyant avec précaution sur le canapé fleuri pour ne pas salir le tissu avec son uniforme. Lugs non plus, d'ailleurs. Le chien, qui attendait poliment près de la porte, battit de la queue en entendant son nom. Flora se leva lourdement et revint quelques minutes plus tard avec un plateau chargé de scones encore tièdes, de beurre, de confiture de fraises maison et d'une théière fumante. Elle déposa aussi un biscuit sec pour Lugs. Hamish mangea le premier scone avec une satisfaction non dissimulée, laissant le beurre fondre sur sa langue avant d'aborder le sujet qui fâchait. « Flora, je reviens du manoir. J'ai vu Jordi dans le potager. » La main de Flora se figea au-dessus de sa tasse. Jordi est un bon garçon, Hamish. Un peu simple, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Il arrachait de la belladone, Flora. Il m'a dit que tu venais parfois te servir en herbe là-bas. Flora reposa sa tasse avec un cliquetis nerveux. Elle ne chercha pas à nier. Je connais les plantes, Hamish. Tu le sais. Ma mère m'a tout appris. La belladone, à très petite dose, soulage les douleurs d'estomac ou les rhumatismes. Mais c'est dangereux. Je n'y ai jamais touché au manoir. Je prenais juste de la menthe et du persil. Je te crois, Flora. Mais quelqu'un d'autre s'y servait-il ? Flora hésita, son regard fuyant vers la fenêtre où la pluie recommençait à tomber. Madame Higgins, soupira-t-elle enfin. La gouvernante. Elle a de l'arthrite dans les mains. Je l'ai vue une fois préparer un cataplasme avec des feuilles qu'elle avait cueillies au fond du jardin. Je l'ai mise en garde. Je lui ai dit que c'était du poison si on l'avalait. Et qu'a-t-elle répondu ? Elle a souri. Un sourire froid, Hamish. Elle a dit « Je sais exactement ce que ça fait, Madame McLean. Ça rend fou avant de tuer. C'est une plante de justice. » Hamish sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une plante de justice. « Flora ?» demanda-t-il en se penchant en avant. « Sais-tu si Fairley avait l'intention de garder Madame Higgins pour ses fameux week-ends gastronomiques ?» Flora émit un petit rire amer. « La garder ? C'est toute l'ironie de l'histoire. Elle a travaillé comme une forcenée pour mettre ce manoir en état. C'est elle qui a élaboré les menus, c'est elle qui a tout organisé. Elle pensait qu'il allait l'associer à l'affaire, ou au moins augmenter ses gages. Mais la semaine dernière, au marché, elle était furieuse. Pourquoi ? Elle a appris que Fairley avait contacté un chef étoilé de Glasgow, un certain Galbraith. Il voulait le faire venir pour superviser la cuisine. Il disait que Madame Higgins était bonne pour la cuisine bourgeoise, mais pas assez raffinée pour sa clientèle de luxe. Il allait la mettre à la porte, Hamish, sans un sou d'indemnité, après tout ce qu'elle avait fait. Hamish se figea, son scone à mi-chemin de sa bouche. « Tu as dit Galbraith ? Le chef s'appelle Galbraith ? » « Oui, Angus Galbraith. C'est un nom connu dans le milieu. Pourquoi ?» Hamish reposa son scone. Tout s'éclairait. Le nom raturé dans l'agenda n'était pas celui de Madame Higgins, bien que ce soit son nom de jeune fille, quelle ironie du sort, mais celui de son remplaçant. Fairley avait noté le rendez-vous téléphonique ou l'arrivée de ce chef pour 20 et 1h30. Madame Higgins avait dû voir l'agenda. Elle avait vu le nom de son rival, celui qui allait prendre sa place et la jeter à la rue. Ou pire, être Fairley lui avait-il annoncé la nouvelle lui-même en raturant le nom sous ses yeux avec cette cruauté désinvolte qui le caractérisait. La phrase de Madame Higgins résonna dans la tête de Hamish. « C'est une plante de justice. »« Flora, tu es une perle, » dit Hamish en se levant brusquement, manquant de renverser la théière. « Lugs, on y va. »« Tu ne finis pas ton thé ?» s'étonna Flora. « J'ai peur que le thé ne soit plus de saison, Flora. C'est le whisky qui m'inquiète maintenant. » Hamish sortit de la maison d'hôte en courant, laissant Flora perplexe. Il sauta dans la Land Rover. Il avait le mobile,
la vengeance d'une employée bafouée et menacée de ruine. Il avait l'arme, la belladone du jardin, infusée dans le whisky, et il avait l'opportunité. Madame Higgins avait accès à la bibliothèque, au service à thé et à la carafe. Le scénario se dessinait avec une clarté terrifiante. Hier soir, Madame Higgins prépare le plateau de thé. Elle sait que Fairley boira son whisky habituel. Elle a déjà mis les baies de belladone dans la carafe, peut être quelques jours plus tôt pour qu'elle macère. Fairley boit. Le poison commence à agir. Les hallucinations, la chaleur, la panique. Priscilla arrive à 22h30. Fairley est déjà sous l'emprise de la drogue. Rouge, transpirant, agressif. Il se dispute avec elle. Elle part. Morag arrive peu après. Fairley est en plein délire paranoïaque. Il la chasse, boit encore du whisky empoisonné devant elle pour se calmer. Puis, terrifié par ses propres hallucinations, il s'enferme à double tour. La porte est close de l'intérieur. Le poison termine son œuvre. Le cœur lâche. Et ce matin, Madame Higgins, qui a une clé de passe, ou qui a crocheté la serrure avant l'arrivée de Priscilla. Non, impossible. La clé était à l'intérieur. Hamish freina brusquement au milieu de la route, manquant d'envoyer Lugs dans le pare-brise. Non, ça ne collait pas. La clé était dans la serrure, à l'intérieur. Si Madame Higgins était entrée ce matin pour échanger la tasse, comment avait-elle fait? Il réfléchit à toute vitesse. La porte-fenêtre. Priscilla avait dit que la porte-fenêtre n'était pas verrouillée quand elle est partie. Mais ce matin, Hamish a dû casser un carreau pour entrer. Si Madame Higgins est venue tôt ce matin, avant tout le monde, elle aurait pu entrer par la porte-fenêtre, restée ouverte ou qu'elle avait une clé pour ouvrir. Elle voit le corps. Elle voit la tasse avec des traces de whisky et de belladone. Elle panique ou agit froidement. Elle prend la tasse sale. Elle la remplace par une tasse propre, mais se trompe de service dans la précipitation. Elle renverse la tasse propre pour simuler l'accident. Mais comment a-t-elle verrouillé la porte-fenêtre de l'intérieur avant de sortir? On ne peut pas. C'est une crémone. À moins qu'elle ne soit pas sortie par la porte-fenêtre. Si elle est entrée par la porte-fenêtre, a fait son échange, puis est sortie par la porte du couloir. Mais la porte du couloir était verrouillée de l'intérieur avec la clé dedans. Hamish frappa le volant du poing. Il y avait un truc, une astuce mécanique stupide qu'il ne voyait pas. Ou alors, il se remémora la scène de crime. La clé dans la serrure, une grosse clé en fer. Et si la clé n'avait jamais été tournée? Si Fairley était mort avant de pouvoir tourner la clé? Mais Hamish avait vérifié. La porte était bien fermée. Il redémarra la voiture. Il devait retourner à la bibliothèque. Il devait examiner cette serrure de plus près. Et il devait surtout empêcher Blair de quitter Lockdub avec Fergus à l'arrière de sa voiture. Alors qu'il approchait de l'hôtel Tomel Castle, il vit l'agitation. Les voitures de police étaient là. Blair sortait de l'hôtel, l'air repu, cure-dent aux lèvres. Hamish dérapa sur le gravier et sauta de son véhicule. « Inspecteur Blair, attendez. » Blair leva les yeux au ciel. « Encore vous? Je croyais vous avoir dit d'aller jouer sur l'autoroute. Vous ne pouvez pas inculper Fergus McNabb. Il est innocent. J'ai ses aveux, Macbeth. Il a admis être allé au manoir. Il a admis avoir voulu tuer Fairley. C'est suffisant pour moi. Avoir voulu n'est pas avoir fait. Le poison était dans le whisky. Inspecteur. De la belladone. Fergus n'aurait pas su distinguer une belladone d'un chou-fleur. Et surtout, il n'avait pas accès à la carafe de la bibliothèque. Blair se figea. Le mot « poison » avait capté son attention. Du poison, le légiste a parlé d'arrêt cardiaque, provoqué par une overdose d'atropine. Faites analyser le contenu de l'estomac et le whisky dans la carafe. Blair hésita, son visage passant de l'arrogance à l'inquiétude. Si Macbeth avait raison et qu'il arrêtait le mauvais suspect, sa promotion s'envolerait. Et qui aurait mis ce poison, petit malin? La personne qui allait tout perdre. La personne dont le nom a été rayé de l'agenda pour être remplacé par un autre. La personne qui a accès à la maison jour et nuit. Madame Higgins. À cet instant, la radio de la voiture de police grésilla. Centrale à patrouille 1. Appel d'urgence du manoir de Dromcaron. Blair se pencha par la fenêtre pour attraper le micro. Ici Blair. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'agent Anderson, patron. Il y a un problème. Madame Higgins, elle s'est enfermée dans la cuisine avec un fusil de chasse. Elle dit qu'elle ne sortira pas vivante. Et elle a pris le jardinier en otage. Hamish et Blair échangèrent un regard. Pour une fois, ils étaient d'accord.
La situation venait de basculer. « Montez, Macbeth » aboya Blair. « Vous connaissez cette folle. Vous allez lui parler. » Hamish ne se le fit pas dire 2 fois. Il laissa Luggs à la garde du portier de l'hôtel, encore une fois, et s'engouffra dans la voiture de Blair. Alors que la sirène déchirait l'air humide de l'après-midi, Hamish pria pour que Geordi n'essaie pas de jouer les héros. Il avait résolu le qui et le pourquoi. Il lui restait maintenant à gérer le comment de l'arrestation et surtout à comprendre ce maudit mystère de la porte close avant que tout ne finisse dans un bain de sang. Chapitre 10. Le dernier service. La voiture de police dérapa sur le gravier devant l'entrée de service, manquant d'écraser un massif de rhododendrons. À peine le véhicule immobilisé, l'inspecteur-chef Blair s'accroupit derrière la portière ouverte, son visage rougeau virant au grisâtre. « Allez-y, Macbeth !» ordonna-t-il d'une voix qui manquait singulièrement d'autorité. « Vous la connaissez. Raisonnez-la. Je couvre vos arrières. » Hamish soupira. Couvrir ses arrières signifiait, en langage Blair, rester à l'abri jusqu'à ce que le danger soit écarté. « Ne tirez pas, quoi qu'il arrive, » dit Hamish. « Il y a des bouteilles de gaz dans cette cuisine. Si ça explose, on retrouvera vos bretelles à Inverness. » Laissant Blair pantois, Hamish s'approcha de la porte de la cuisine. Elle était entr'ouverte. Il poussa le battant du bout du pied et entra, les mains bien en vue. La scène qui s'offrait à lui était figée, comme un tableau dramatique. Madame Higgins était adossée au grand piano de cuisson, un vieux fusil de chasse à 2 coups serrés entre ses mains arthritiques. Le canon tremblait, pointé en direction de Geordi. Le jardinier, assis par terre au milieu des épluchures de pommes de terre, pleurait en silence, morvonné. « N'approchez pas !» cria la gouvernante. « Je vais tirer !» Sa voix était aiguë, brisée par l'hystérie. Son chignon impeccable de la veille pendait maintenant en mèches désordonnées sur son visage. « Bonjour, Madame Higgins » dit Hamish d'une voix douce et profonde, celle qu'il utilisait pour calmer les brebis effrayées ou les ivrognes du samedi soir. « Je ne vais pas approcher. Je vais juste m'appuyer ici, contre le frigo. C'est une longue journée, vous ne trouvez pas ? Ils veulent me mettre en prison, gémit-elle. Comme une voleuse. Alors que j'ai donné ma vie à cette maison. Je sais, Margaret, dit Hamish, utilisant son prénom pour briser la barrière sociale. Je sais pour Angus Galbraith. Le nom fit l'effet d'une gifle. Madame Higgins vacilla. Vous savez, j'ai vu l'agenda. Fairley avait rayé votre nom. Il allait vous remplacer par ce chef étoilé, n'est-ce pas ? Après tout votre travail. Après que vous ayez nettoyé, astiqué, cuisiné, il allait vous jeter comme un vieux torchon. Des larmes de rage coulèrent sur les joues poudrées de la gouvernante. Il a ri. Quand je lui ai apporté son thé hier soir, il a ri. Il m'a dit que mes scones étaient bons pour les paysans, mais pas pour ses invités. Il a dit que Galbraith arrivait la semaine prochaine. Alors vous avez mis les baies dans la carafe de whisky, dit Hamish. Pas dans le thé, dans le whisky. Vous saviez qu'il en boirait après votre départ. La belladone, chuchota-t-elle. La plante de justice. Geordi me l'avait montré. Il disait que ça donnait des cauchemars. Je voulais qu'il ait des cauchemars. Je voulais qu'il souffre. Il a souffert, confirma Hamish. Il a eu tellement peur de ses hallucinations qu'il s'est enfermé à double tour. C'est pour cela que vous n'avez pas pu entrer ce matin, n'est-ce pas ? Madame Higgins hocha la tête, le fusil s'abaissant légèrement. Je voulais récupérer la tasse. Je savais qu'il y aurait des traces. J'avais préparé une tasse propre, celle qui est sur l'égouttoir. Je voulais les changer, mais la porte était fermée. Je ne pouvais pas entrer. J'ai paniqué. Geordi émit un petit gémissement. Hamish lui fit un signe discret de rester immobile. « C'est fini maintenant, Margaret », continua Hamish, faisant un pas lent vers elle. « Fergus MacNab est en cellule pour ça. C'est un vieil homme têtu, mais il ne mérite pas de payer pour votre justice. »« Fergus », murmura-t-elle, l'air égaré. « Je ne voulais pas que Fergus soit puni. Juste Fairley. Je sais. Vous n'êtes pas une criminelle, Margaret. Vous êtes une femme fière qu'on a poussée à bout. Mais si vous faites du mal à Geordi, là, vous deviendrez un monstre. Comme Fairley. » Elle regarda le fusil dans ses mains comme si elle découvrait l'objet pour la première fois. « Je suis fatiguée, dit-elle simplement. Donnez-moi ça. Je vais vous faire un thé. Un vrai thé, sans rien dedans. » Hamish tendit la main et saisit doucement le canon du fusil. Elle ne résista pas. Il prit l'arme, l'ouvrit pour en retirer les cartouches et la posa sur la table. « Geordi, file, dit Hamish sans se retourner. Le jardinier se leva d'un bond et disparut par la porte du jardin plus vite qu'un lapin de Garenne. Quelques secondes plus tard,
Blair fit irruption dans la cuisine, suivi de 2 agents, l'air soudainement très brave. « Police, ne bougez plus, menottez-la !» Madame Higgins se laissa faire, le regard vide. Alors qu'on l'emmenait, elle se tourna une dernière fois vers Hamish. « Le service à thé, » murmura-t-elle. « Il faudra laver la tasse sur l'égouttoir. C'est de la porcelaine fine, ça tâche. » Hamish hocha la tête avec tristesse. Même dans la défaite, la gouvernante restait obsédée par l'ordre. 2 jours plus tard, le calme était revenu à Loch-Dubov. La pluie avait cessé, laissant place à un soleil d'hiver pâle mais réconfortant. Hamish était assis sur le banc devant le poste de police, profitant des rayons tièdes. Luggs dormait à ses pieds, rêvant probablement de lapins, tandis que Sunsy, la chatte sauvage, était perchée sur son épaule, ronronnant comme un petit moteur diesel. Une Land Rover familière s'arrêta devant lui. Priscilla Alberton Smythe en descendit. Elle tenait un panier en osier. « Bonjour, Hamish », dit-elle avec un sourire qui n'était pas tout à fait son sourire mondain habituel. « Bonjour, Priscilla. Je t'apporte quelque chose. Père a pensé que tu aimerais ça. » Elle souleva le couvercle du panier. Il contenait une bouteille de whisky de 12 ans d'âge et un pâté en croûte qui sentait divinement bon. « C'est pour te remercier, dit-elle, pour ta discrétion. » Blair a annoncé à la presse qu'il avait résolu l'affaire grâce à une surveillance policière intense et des déductions brillantes. Ton nom n'a même pas été mentionné. Hamish haussa les épaules. C'est mieux ainsi. S'ils savaient que c'est moi, ils essaieraient encore de me promouvoir à Strathbane. Je suis bien ici. Fergus a été libéré ce matin, continua Priscilla. Il a dit au pub que tu étais le seul homme honnête de ce comté. Et mon père a décidé de ne pas vendre. L'hôtel va devoir se serrer la ceinture, mais nous garderons nos terres. Elle s'assit à côté de lui sur le banc, ne craignant pas pour sa jupe en tweed immaculée. Tu m'as sauvé aussi, Hamish. Si l'histoire de ma visite nocturne était sortie. Les gens oublient vite, Priscilla. Surtout quand il y a de nouveaux ragots. Les sœurs Curie racontent déjà que Madame Higgins était une espionne russe. Priscilla rit, un son clair et cristallin qui fit lever la tête à Luggs. Tu es impossible, Hamish Macbeth. Tu te fais passer pour un idiot paresseux, mais tu vois tout. Elle se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue. Hamish sentit son cœur faire un bond maladroit dans sa poitrine. « Merci, dit-elle. » Elle remonta dans sa voiture et repartit vers l'hôtel, le laissant seul avec ses animaux et son panier de victuailles. Hamish toucha sa joue, là où elle avait posé ses lèvres. Il sourit. « Eh bien, Luggs, dit-il en ouvrant le pâté, on dirait qu'on s'en est bien sorti. Pas de promotion, pas de déménagement et un déjeuner droit. » Il regarda le loch scintiller sous le soleil. Les brumes s'étaient dissipées, emportant avec elles les secrets du manoir de Drumcaron. La vie reprenait son cours lent et paisible à Loch-du-Baèche, jusqu'au prochain meurtre. Mais pour l'instant, c'était l'heure du déjeuner. Voilà, c'est la fin de notre histoire. J'espère que cette enquête dans les Highlands vous a plu. Si vous avez aimé suivre Hamish, Luggs et Somsy, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne Les Dossiers Beaton. Dites-moi si vous aviez deviné pour la gouvernante ou si vous pensiez que c'était Fergus. À très bientôt pour un nouveau mystère.